Bonjour à tous, je suis Alexandre, associé cofondateur de Cocoon et je suis aujourd'hui avec Sylvia D'Alessandra, fondatrice de Futura. Donc elle va nous expliquer tout en détail, mais d'abord on va un peu parler d'elle. Merci beaucoup Sylvia d'être ici avec moi. Merci à toi pour l'invitation. L'idée c'est de parler un peu de toi, de ton parcours, d'où tu viens et évidemment de ton projet que tu lances. Qui est en ce moment disponible sur Ulule. Exactement. Où tu as lancé la campagne. Elle dure jusqu'à quand? Elle dure jusqu'au 12 juillet. Du coup, on a à peu près encore 28 jours. Ok. On l'a lancée depuis 2 semaines. C'était hyper intense, mais bon, jusqu'au bout maintenant et on verra comment ça va se passer. Bon, on en reparlera juste après. Ouais. L'idée au départ, c'est que tu puisses te présenter, dire qui tu es, quel âge tu as, etc., etc. Super. On commence. Alors, Sylvia, 26 ans. J'étais en train de dire 25, mais c'est plus la vérité. Donc, 26 ans, italienne. Ça, j'imagine que vous l'avez déjà capté par ce petit accent. Je suis du coup née et grandie en Italie, pas loin du lac de Comme, un endroit magnifique. Et je suis après partie à vivre à Londres, quand j'avais 19 ans. Je suis restée là-bas 4 ans pour mon bachelor. J'ai fait un bachelor en finance. Et après ça, je suis venue à Paris il y a 3 ans maintenant pour un master en management du luxe parce qu'à un moment je me suis dit ah non, le luxe c'est ce que je veux faire. J'ai arrêté avec la finance, même si je me disais je veux faire de la finance, mais après ah non, mais les horaires, qu'est-ce que je dois arriver à faire? En vrai, la mode c'est la même chose, même pire. Mais du coup, je me suis mis dans ça. J'ai fait le master à Paris, mais Paris était méga difficile au début. Je ne parlais pas français quand je suis arrivée. Du coup, de communiquer, c'était super compliqué. Et je me suis dit, je termine mon master, je pars. Je retourne en Italie. En vrai, à la fin de mon master, j'étais embauchée par une petite marque ici à Paris, où j'ai appris à parler français. C'était trop bien. En vrai, la marque existait depuis longtemps, mais elle était encore structurée comme une start-up. Okay. Du coup, ça semblait d'être une start-up. Et bon, je suis restée 1 an là-bas. Et après, j'ai reçu une offre assez intéressante. Bon, assez intéressante. Et j'étais en CDI, donc dans cette petite boîte. Mais j'ai reçu une offre de stage dans une des marques les plus grandes de l'univers du luxe. Et au tout début, tu te dis, t'as un CDI, qu'est-ce que tu fais? Tu me laisses un CDI pour partir en stage. Du coup, j'ai dit non. Au tout début, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Mais après, en parlant avec ma mère, elle m'a dit, Sylvia, si c'est que pour le contrat, mais on s'en fiche et t'essayes. De toute façon, ça va te faire de l'entraînement pour les entretiens, quoi. D'expérience, t'es encore jeune, t'as rien à perdre. Exactement. Et du coup, j'ai dit ok. Je rappelle cette boîte et j'ai dit oui, je suis disponible pour un entretien. J'y vais. Et j'ai commencé le stage après 4 semaines, je pense, 4-5 semaines. Et je suis restée chez eux pour 2 ans. Okay. Du coup, expérience incroyable. Déjà parce que c'était une des marques les plus importantes. Du coup, beaucoup de choses going on. J'ai rencontré plein de gens incroyables. J'ai travaillé sur des projets magnifiques. Et voilà. Mais à un moment, je me suis dit, c'est pas mon truc. Pas que c'est pas mon truc, parce que j'ai kiffé mon travail, j'étais extrêmement passionnée. Mais je savais qu'à la fin de la journée, j'étais pas contente, j'étais pas heureuse. Parce que mon travail, ce que je produisais, n'avait pas un impact positif sur la vie des autres. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je fais ça? Pourtant, la mode, tu as quand même un impact direct sur beaucoup de gens. Oui, parce qu'en vrai, moi, j'aime beaucoup le fait, tu vois, le design, la beauté des choses, l'esthétisme. Et je trouve que ça, c'est génial, même pour notre vie de tous les jours, parce que la beauté, d'une façon, ça nous épanouit. Mais à la fin de la journée, on reste avec quoi dans les mains? Oui, un t-shirt, un pull, une paire de jeans, mais bon, c'est que ça. C'est un peu futile. Voilà, c'est un peu futile.
Et surtout, et ça, je ne sais pas si on peut le dire, c'est un peu like a behind the scene. Quand tu es dans la mode, surtout pour des maisons si grandes que ça, tu perds complètement l'importance des choses importantes. Et ton focus, même niveau valeur, ça shift complètement. Okay. Et ça aussi, pour moi, je suis un peu à l'ancienne niveau valeur. Et du coup, c'était quelque chose qui est une bataille pour moi tous les jours. De me dire ce que je pouvais mettre de côté de moi, de Sylvia, pour en vrai faire content des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes valeurs que moi. Et du coup, je me suis dit, non, c'est pas... Et ça n'existe pas des marques, même des nouvelles marques, d'anciennes marques qui travaillent sur ça pour shifter un peu leurs valeurs et retrouver quelque chose de plus humain, peut-être de plus utile, etc. Absolument, je pense oui. Alors, surtout des petites marques, tu vois, des petits marques créateurs, des petites marques créatrices, ou des marques plus engagées, plus engagées sur et l'ambiance et les gens et les conditions de travail des gens. Mais c'est quelque chose, je trouve, qui est en train de changer maintenant. La problématique, je trouve, qui est dans le système mode, dans le système luxe en général. Et pour ces grandes boîtes, pour les grandes maisons, c'est tellement ancré dans leur ADN que ça va prendre du temps. Ouais, c'est trop dur pour elle, changer du jour au lendemain. Voilà. Et même si, en vrai, c'est un peu un sentiment partagé par tous les gens qui travaillent, mais c'est comme ça. Combien de fois j'ai entendu dire ouais, mais c'est la mode. Et du coup, c'est un peu comme une phrase pour tout justifier. Ouais, et en vrai, tu te dis, une excuse de dire c'est comme ça. Et voilà. Ça va rester comme ça. Exactement. Okay. Donc, tu as fait un premier changement où tu quittes un CDI pour un stage. Oui, et ça, c'était, tu vois, des gens, on peut dire, mais t'es folle ou quoi hein? Et les gens font ça? Oui. Beaucoup de gens m'ont dit, mais non, mais tu ne peux pas le faire. En plus, c'était un stage de 6 mois. Et je me souviens, au premier entretien, il m'avait dit, il n'y a pas de possibilité d'embauche. Genre, après 6 mois, ciao, quoi. Ouais. Et du coup, j'avais dit, ok, c'est un peu des risques, mais bon, on essaye. Parce que je m'étais dit quand même que d'avoir cet nom sur mon CV serait changé probablement ma carrière. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je voulais encore avoir une carrière dans la mode. Du coup, ça m'allait. Ouais, ça fait un sens, oui, un sens pour toi. Exactement. Okay. Et du coup, deuxième changement, tu quittes du coup ce grand groupe de luxe. Ouais. Pour lancer Futura. Pour lancer Futura, exactement. Deuxième fois, on te prend pour une folle. Voilà, exactement. Aussi parce que là, du coup, et ça, c'est un peu, je pense, la malédiction des CDI. Parce que j'étais en train de signer un CDI avec eux. Du coup, après 2 ans, des petits contrats, machin, on arrive enfin avec un CDI. Et là, je panique. Quand je sens que le CDI est en train d'arriver, je me dis, non mais, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas rester ici. En plus, il y avait un changement au niveau management qui était entrant. Et ça arrive, parfois on ne clique pas forcément avec nos managers. Et je me suis dit, je ne peux pas rester. Je ne peux pas rester parce que ce n'est pas mon endroit. Et en plus, je ne suis pas forcément formatée pour un grand groupe, niveau énergie, personnalité. Et du coup, je me suis dit, si je doute autant pour en vrai signer quelque chose que dans la vie normale, tout le monde signerait, mais peut-être que je remets en question cette décision. Et c'est ça que j'ai fait. Ok. Et comment ça s'est... T'as quitté et t'as cherché un nouveau projet? T'as trouvé ton projet et t'es parti? On s'est trouvé. Alors, en vrai, l'entrepreneuriat a toujours été un peu quelque chose de présent dans ma vie. Parce que du coup, même dans des dimensions beaucoup plus petites, mais mes parents ont eu des expériences d'entrepreneuriat. Ma mère avait une petite boîte de textile en Italie et mon père a toujours été dans le BTP. Okay. Et du coup, j'ai toujours vécu un peu cette situation générale globale des risques en continu.
mais aussi ce désir d'être indépendant, de créer quelque chose de soi-même. Ouais. C'est un peu pour ça, je pense, que je suis partie si tôt, entre guillemets, de chez moi, parce que j'avais envie d'être indépendant le plus vite possible, de faire des choses de moi-même. Et je savais qu'à un moment ou à un autre de ma vie, j'aurais voulu monter quelque chose à moi. L'idée des Futura, en vrai, est née pendant mes années dans ma dernière boîte. Surtout pendant le Covid. Je pense que pendant le confinement, on a eu beaucoup de temps, tout le monde pour penser, on peut pour réévaluer les choses. Et en vrai, c'est une personne que j'ai rencontrée chez cette marque. Elle s'appelle Jessica. Elle est devenue un de mes plus chers amis. Comme quoi, c'est rigolo parce qu'en vrai, parfois, on s'est dit, pour construire une relation, il faut du temps. Avec elle, c'était un peu, comment dire, j'ai pas le mot, ni en français, ni en anglais. Voilà, c'était ça, exactement. Et c'était vraiment ça. Moi, j'étais son assistante. Après, on est devenus collègues au même niveau. Mais dès le premier jour, c'était un coup de foudre. C'était vraiment ça. Et je me souviens que du coup, un jour, on travaillait avant le défilé, c'était un dimanche, et de rien, elle me sort le fait, elle commence à me raconter son histoire personnelle. Son histoire personnelle, comme quoi, quand elle avait 15 ans, elle découvre que son corps développe une typologie particulière de kyste. Qui s'appelle kyste dermoïde, je pense en français, qui du coup c'est un kyste qui est composé par de cellules embryonales. Du coup, c'est ces cellules que nous on a dans nos corps quand on a des fœtus pour créer les différents tissus, mais qui dans son cas devient folle et qui s'implante normalement au niveau des ovaires et qui grandit. Là, c'est un peu ça touche un peu, mais de dents, de cheveux, de poils, des autres tissus. Et normalement, déjà c'est un truc pas normal, mais normalement, dans la normalité, les gens développent deux de ces typologies de kystes, mais la dimension reste plutôt stable. Dans son cas, elle a développé 7 kystes et la plus grande est arrivée à 20 cm, du coup énorme. Première attachée à son ovaire, elle a twisté l'ovaire. Du coup, ils ont dû retirer son premier ovaire. Et quand nous, on s'est rencontrés, elle venait de découvrir que même son deuxième ovaire était à risque. Et que du coup, elle devait être probablement opérée à nouveau. Et tu sais, quand une femme te raconte déjà une chose si délicate, si intime, déjà, nous les femmes, on ne parle pas forcément autant de notre santé et surtout tout ce qui est lié à la fertilité, aux règles. Et du coup, on ne se connaissait pas trop bien. Elle s'ouvre de cette façon à moi. Ça m'a choquée. Ça m'a perturbée énormément. Perturbée dans le sens waouh, je ne le savais pas. Elle travaillait comme une folle, comme nous tous. Et tu ne pouvais pas le dire qu'elle était en train de passer dans cet état-là dans sa vie. En plus, mariée depuis 4 ans, elle a rencontré son mari qu'elle avait 15 ans, du coup ils sont ensemble depuis 15 ans. Tu la regardes, elle est la fille, pas parfaite, mais tu t'es dit, elle va devenir maman, c'est sûr, certaine. Et en vrai, elle ne peut pas, parce que son corps, pour une raison ou pour une autre, ne veut pas. Du coup, à 29 ans, elle se trouve en ménopause. Et pour lutter, entre guillemets, contre le processus de vieillissement de son corps, elle est bombardée d'hormones. Et du coup, moi, j'ai vécu le post-opération et tout ce passage hormonal, entre guillemets, et j'ai vu tout le malaise que les variations hormonales causent sur elle, lui cause. Et je me dis, comment ça s'est fait qu'en 2020, on ne peut pas vérifier en temps réel où elle est avec ses hormones. Genre, la pauvre, elle doit attendre entre 6 et 8 semaines pour faire des prises de sang, du coup aussi méga invasives, pour savoir comment elle va. Et du coup, là, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Et là, c'était la première idée.
Mais après, je l'ai mis de côté parce que je me suis dit, il y a un très fort component hardware, j'imaginais. Beaucoup des études en biologie, ouais, ok, j'avais fait de biologie, de chimie avant parce que je voulais devenir médecin, mais c'était pas la voie que j'avais pris. Du coup, je me dis, c'est un projet trop plus grand que moi, je le mets de côté. Okay. Mais quand le CDI s'approche, je commence à parler de ça avec des autres gens, je commence à rechercher et je me dis, ah ouais, il y a quelque chose vraiment. Et là, ce qui est bizarre, c'est que toi, tu as plus peur du CDI que de dire voilà. on va gérer le problème de la moitié de la population mondiale. Exactement. Leur variation d'hormones. Exactement. Et surtout, on ne sait même pas si ça va marcher, mais bon, c'est tellement grand et si on arrive, c'est tellement incroyable que je me suis dit, au pire, j'aurais tenté de faire quelque chose. Ça peut vraiment impacter, changer la vie de, comme tu as dit, la moitié de la population globale. On essaye. Au pire, pas dans la même boîte parce que ça serait un peu difficile. On va trouver un autre contrat. Voilà, mais je me dis, je vais ailleurs. Et c'est comme ça. Et du coup, je quitte, c'était le 17 octobre. Et je me dis, mais comment je commence? Parce que, en vrai, je me suis tout de suite rendu compte que la variation hormonale, c'est une problématique par des recherches qui impactent 8 femmes sur 10. Du coup, c'est énorme. Et surtout, de cette femme impactée, 7 femmes sur 10 ne sont pas conscientes. Surtout, ne sont pas conscientes du lien de la relation entre leurs hormones et les impacts sur leur corps. Mais, mis à part ça, je me dis, oui, ok, mais est-ce que c'est faisable? Et c'était ça, j'étais stressée par ça et je ne savais pas comment arriver à la réponse. Et du coup, je me dis, si je trouve une formation, un bootcamp ou quelque chose qui peut m'aider à déjà challenger le projet et à comprendre sa faisabilité, mais après, on le sait. Et si ça vaut le coup, on y va. Sinon, je commencerai à chercher quelque chose. Et du coup, 17 octobre, fin octobre, j'ai participé à un bootcamp. Et là, c'est une autre histoire parce que c'est un bootcamp plutôt cher. Moi, je n'avais pas assez d'argent pour pouvoir participer. Mais quand j'ai présenté le projet, les personnes qui organisaient le bootcamp et qui animaient le bootcamp, ils ont tellement kiffé le projet qu'ils ont dit, mais écoute, on te fait une réduction, mais on te veut. Et du coup, j'ai commencé cette bootcamp, c'est le bootcamp d'Air. Du coup, un bootcamp qui se déroule sur un week-end hyper intense avec un entrepreneur expérimenté qui challenge ton idée, qui voit avec toi la cible, comment pouvoir avancer, machin. Et tu sors de ce week-end avec un plan d'action sur 6 mois. Donc je me dis, mais top, parfait. Deuxième vague Covid, octobre. Du coup, on est même le premier bootcamp pas en présentiel. Du coup, même pour eux, les pauvres, les organisateurs, ils devaient s'organiser comme on fait à distance, machin. En vrai, ça s'est déroulé magnifiquement. Et j'ai rencontré Georges, qui aujourd'hui est mon cofondateur. Ouais. Du coup, c'était un peu ça l'histoire. Et... Donc en 2 semaines, tu quittes ton job. Voilà. On t'aide pour planifier les 6 prochains mois et tu trouves ton associé. Voilà, exactement. Et c'était du coup, on a terminé le 31 octobre, c'était un dimanche. Non, le 1er novembre, c'était un dimanche. Et je suis arrivée au bureau le 3 novembre, mardi. Mais je ne suis plus partie. Et voilà. Et 7 mois après, on est là, avec beaucoup de nouveautés, en campagne, comme tu as dit, lancée. Et du coup, avec ces 7 mois de recul, je ne vais pas te demander si tu regrettes, parce que je pense que c'est pas du tout le cas. Mais qu'est-ce qui a changé pendant ces 7 mois? Qu'est-ce que finalement tu as mieux compris? Et du coup, aujourd'hui, pourquoi tu t'es lancé sur Ulule? Et à quoi ça va pouvoir servir pour la suite? Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris en vrai que les heures qu'on a dans la journée sont beaucoup plus de ce qu'on pense. Mais qu'en même temps, on a besoin de le double des heures. J'imagine que pour toi, c'est la même chose en tant qu'entrepreneur. Et surtout quand on travaille sur nos projets, on est fatigué, mais on ne se fatigue jamais. Dès qu'on crée une chose, il y a une énergie qui est créée qui nous pousse à continuer. Et du coup, pendant ces 7 mois, j'ai vu qu'on a travaillé
d'une façon non-stop, mais c'est tellement... Le soir, tu étais fatiguée, mais tu étais heureuse. Voilà, exactement. Et en vrai, je ne veux jamais partir. Je veux toujours rester là parce que je sais qu'il y a des autres choses à faire. En plus, j'ai eu la chance, Georges entouré des autres entrepreneurs qui sont incroyables et qui ont extrêmement aidé Futura tous les jours au quotidien. Et pour moi, le valeur de la famille est méga important et je l'ai retrouvé dans ça. Et je trouve que c'est génial. C'est ce qui me manquait dans mon ancienne boîte. Cette idée que le fait qu'on bosse ensemble, ça veut pas dire qu'on ne peut pas développer aussi une relation émotionnelle. Et c'est incroyable parce qu'après, ça crée des synergies qui arrivent à pousser le travail bien au-delà de ce que tu peux faire en étant collègue. Ouais, et ça c'est génial. Ça naît même de ta relation avec Jessica où tout d'un coup, elle a cassé la barrière de on est juste collègues. Exactement. Et je te raconte. Et je te raconte voilà, ma vie. Exactement. Ouais. Et c'est exactement ça. En plus, j'ai aussi, je crois beaucoup plus dans mes potentialités. Parce que, comme je te disais avant, dans mon ancien job, je n'étais pas forcément la personne la plus, not company oriented, mais formatée pour le grand groupe en société comme ça. Et là, toutes les choses que me disaient ça va pas, ça c'est pas corporate, ça un peu moins, sont les choses que font soit que les gens m'apprécient. Et ça c'est génial. Oui. Parce que du coup je me suis dit ok, alors j'ai retrouvé un peu ma valeur. Oui. Et c'est bien. Futura, du coup, comme je te disais, on s'est rendu compte tout de suite qu'il fallait développer un component hardware assez important et du coup un investissement aussi économique assez important. Ça se représenterait comment du coup le hardware? Ah ok, alors Futura, du coup, à date on développe une technologie de suivi hormonal pour les femmes. Pour le moment que pour les femmes, mais en vrai l'idée c'est de pouvoir après décliner le produit pour des catégories différentes. Mais pour le moment que pour les femmes, et du coup est composée par un patch, le même patch qu'on utilise par exemple pour l'insuline. Okay. On pense au petit patch de l'insuline, on l'applique, il mesure le taux hormonal à travers la peau parmi la sueur en temps réel. Okay. Et il passe des informations sur une application mobile. Dans l'application mobile, on est capable du coup déjà, tu peux voir ton taux hormonal et comprendre s'il y a des problématiques ou pas. Liées à ces problématiques, les impacts physiques et psychologiques que tu peux avoir. Du coup, on pense symptômes comme des maux de tête, des migraines, des sauts d'humeur, des envies d'un particulier, je ne sais pas, du chocolat ou d'une autre chose, mais aussi des douleurs, de l'acné. Et en parallèle, on offre à nos utilisatrices toute une série de conseils liés à la médecine holistique pour pouvoir diminuer l'impact de ces variations hormonales. Donc en temps réel, je pourrais voir mes taux d'hormones voilà. Et du coup comprendre finalement ce que exactement, je peux avoir exactement. Et voir comment je peux faire pour résoudre les problèmes. C'est exactement ça. Première phase. Dans une deuxième phase, on voudrait devenir dispositif médical, parce que c'est vrai, de variation hormonale, on ne meurt pas pour le moment. Mais la variation hormonale a le pouvoir de fracasser, si elle veut, la vie d'une femme. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir rendre les vies des femmes mais plus simples, plus normales. Et déjà, à travers la connaissance de soi, on débloque un potentiel énorme qui aujourd'hui est bloqué. Oui. Et du coup, deuxième phase, je disais, on voudrait devenir dispositif médical et du coup, pourquoi pas la possibilité de pouvoir injecter du coup en thérapie hormonale en temps réel aussi pour autoréguler les niveaux. Mais ça sert dans la deuxième phase parce qu'on sait très bien que la partie pour avoir approbation médicale et tout ça, ça prend plus de temps. Et nous, on a vraiment envie de pouvoir être sur le marché, de pouvoir commencer à aider les femmes le plus avec vite le patch, c'est déjà quelque chose qui est inaccessible puisque comme tu disais, Jessica, toutes les 8 semaines. Exactement. Sinon, prise des sons. Tu connais A et B, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Voilà, exactement. Et en plus, et là, je parle de mon expérience personnelle.
combien de fois j'ai eu de mal à la tête, des migraines, des sautes d'humeur incroyables et je ne savais pas en vrai que ça pouvait être lié aux hormones. Je me disais, bah ouais, ok, quand tu vas chez le médecin et tu as mal à la tête, bah, c'est parce que tu passes trop de temps devant ton ordi. Du coup, bah, bam, lunettes, ok, lunettes magnifiques, je les adore, mais bon, ils n'ont pas résolu le souci à 100%. Et du coup, le fait de savoir que tes hormones sont capables d'avoir un impact si grand bah, dans ta vie de tous les jours, c'est life-changing, I would say. Du coup, voilà, on voit que le produit, c'est ça. On commence à parler avec des producteurs et on voit le prix. C'est un prix qu'en vrai, on s'attendait même plus. Mais bon, il faut sécuriser cette somme. Du coup, au début, on a commencé à rencontrer une trentaine des venture capitalists à Paris, quelqu'un à Londres et 2-3 en Italie. Mais en Italie, c'est très compliqué. En vrai, on a eu des retours magnifiques, très très positifs, des petites choses à fine-tuner, très bien. Mais comme on est vraiment early stage, on n'est pas arrivé à sécuriser l'argent qu'on demandait. Mais on a rencontré des business angels et là, on a eu des offres sur la table. Mais après, tu sais, parfois tu as une chose, mais non, ça n'arrive pas. Du coup, très bien, on a l'offre. On avait 70% de ce qu'on demandait. Du coup, très bien, tu t'es dit, ah ouais, magnifique. Mais moi, parce que c'est toujours moi la plus difficile, j'aimais pas ces personnes-là. Bah, c'est pas que j'aimais pas, mais j'ai pas cliqué niveau toutes les valeurs que je voudrais cliquer. Parce que, bah, comme on vient de découvrir, moi j'ai tout quitté pour Futura. Et du coup, je veux vraiment que les gens qui surtout font... Surtout pour tes valeurs. Voilà, finalement. exactement. Et du coup, tu t'es dit, bah, je vais pas faire si facilement l'impasse sur ce que j'ai quitté. Exactement. Et du coup, les gens encore, tu t'es dit que t'es folle parce que tu as presque 200 000 euros sur la table, mais tu dis non parce que bah, les valeurs sont pas alignées. Mais bon, on s'est dit que... Mais bon, au moins tu as compris qu'il y avait quelque chose à faire parce qu'il y avait des gens intéressés. Voilà. Tu as rencontré des experts qui ont pu t'aider et qui t'aident toujours à développer Futura. Exactement. Et en même temps, au fil du temps, tu as aussi commencé à créer une communauté autour du projet. Parce que comme tu dis, il n'y a pas que Jessica, il y a 8 femmes sur 10 qui ont ces problématiques-là. Et du coup, d'où finalement Ulule à la fin. Exactement. Parce que du coup, on s'est dit, mais bon, pour nous, Futura, c'est beaucoup plus qu'une tech, une femtech, ok? C'est une vraie révolution sociale parce que on change la vie des femmes et aussi d'une façon on contribue, tu sais, au gender equality. Et du coup, on s'est dit, bah, le crowdfunding peut être notre solution. Et du coup, on a rencontré la team d'Ulule qui a aimé le projet. En plus, un peu, cette chose qui est sympathique, je trouve, de Futura. Futura est une boîte française, 100% française, créée en France, née en France, mais avec un corps italien et une ambition internationale. Du coup, tout de suite, la team de Ulule nous a dit bah, on la lance dans les 3 pays, dans les 3 langues. Et en plus, elle va être le premier projet Femtech sur la plateforme de Ulule Italie. Parce que ça n'existait pas encore. Bah, parce que ça n'existe pas encore, mais il n'y avait pas encore de projet dans la Femtech lancé. Et du coup, on s'est dit bah oui. Qu'il y ait des green light, on s'est dit bah oui, on fait ça. Et on a lancé la campagne dans la douleur, un peu. Je ne m'attendais pas qu'une campagne de crowdfunding puisse être si stressant que ça, hyper stressant. Je pense que toute la team et toutes les personnes qui ont travaillé sur cette campagne, la nuit avant la campagne, ils n'ont pas dormi. On a lancé à 15h et on s'est voyé tous les 10 minutes. Est-ce qu'on peut faire refresh? Parce qu'on voulait lancer. Mais bon, là, du coup, nous, on a un objectif de 10 000 euros qui est pour un projet qui n'a pas encore un produit, on sait être très ambitieux. Mais bon, 2 semaines de campagne, on est presque au 67%. Du coup, on est hyper contente, hyper fière. On ne s'attendait pas tout cet soutien, cet amour qu'on a reçu dans ces jours. Beaucoup aussi des feedbacks très constructifs. Ça fait plaisir
parce qu'en vrai, les gens commencent à parler des Futura et c'est aussi ça qu'on voulait obtenir par la campagne sur Ulule. De toute façon, plus que l'argent, le moment où l'entrepreneur il lance son projet, il monte son projet, à d'autres c'est le moment le plus stressant et où il faut se dire putain. De toute façon, ça fait 8 mois, je travaille pour rien. Voilà, exactement. Que les gens ne vont pas aimer, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est ça? Ils ne vont pas comprendre aussi parce que c'est une chose assez particulière. Il n'y a pas de solutions similaires sur le marché pour le moment. Il y a des autres boîtes qui se sont créées autour de la fertilité, de la grossesse. Très bien. Aussi similaire, mais pour le diabète, par exemple. Exactement. Mais bon, de parler déjà d'hormones, déjà d'expliquer à des hommes les hormones féminines, qu'est-ce que ça se passe, c'est compliqué. C'est compliqué aussi de l'expliquer à des femmes qui te disent bah non mais moi j'ai appris à me gérer toute seule. Oui c'est vrai, tout le monde a appris à se gérer toute seule. Mais bon, mais si on peut avoir une aide, pourquoi pas? Et du coup c'est vraiment comme tu dis, mis à part l'argent, parce que évidemment ça nous ferait plaisir si on arrive à l'objectif de la campagne de Ulule, mais c'est pas ça qui va nous fermer, on va continuer quoi que ce soit, mais c'est vraiment, voilà, pour la première fois, on présente au monde entier Futura et est-ce que ça va marcher, est-ce que les gens vont l'apprécier? Ça, t'as raison, c'était un stress énorme. Mais de voir que les gens disent ah beau projet, ah oui génial, et il y a beaucoup des hommes qui ont participé, et ça c'est encore plus génial parce qu'on s'est dit tout de suite que le jour où un père achètera Futura pour sa fille, ben là on aura réussi. Là ça sera vraiment, ok, on a fait ce qu'on devait faire. Exactement. Ok, bon plein de belles choses du coup avec Ulule et pour la suite, parce que c'est du coup comme tu disais un mouvement, une révolution. Ah c'est la révolution. Donc la révolution ne s'arrête pas. Non. Donc ça c'est super et du coup là l'objectif c'est de rassembler, de faire au moins 10 000 euros voire plus pour pouvoir lancer ce premier prototype. Exactement parce que du coup on a construit entre-temps un comité scientifique, on a un partenaire qui nous accompagne pour le développement de cette première MVP. En interne, on a développé l'application, donc on a une version déjà bêta de l'application qui est disponible en pré-achat sur la campagne. Avec toute une série de benefits. On a aussi un partenaire qui nous accompagnera à niveau production. Du coup, on est vraiment bien entouré, on a tout ce qu'il faut. Il nous manque peu d'argent, quoi. Et du coup, c'est pour ça que dès que la campagne terminera, on commencera avec le lancement du prototype. Et normalement, après 3 mois, on sera déjà capable d'avoir un MVP prêt pour être testé. Donc d'ici la fin de l'année, il y aura déjà un MVP. Exactement. Pas encore forcément au public, mais voilà. vous pourrez tester. Exactement, qu'on pourrait tester et que là aussi, parce que comme tu viens de dire, c'est un peu en révolution, on aimerait bien, pourquoi pas, ouvrir le test à tout le monde, à chaque femme qui a envie de tester ça sur elle et d'être partie, le centre vraiment de la révolution. Du coup, Ok. Nous, chez Cocoon, on va suivre ça de très près. On a toujours voulu mettre au cœur de nos valeurs le bien-être de tous. Nous, on pense que ça passe par être bien chez soi. Ouais. Évidemment, être bien chez soi, ça commence par être bien dans son corps. Ouais. Donc on est ravis de pouvoir échanger comme ça avec toi et je suis sûr qu'on pourra faire plein de belles choses à l'avenir ensemble. Merci beaucoup en tout cas Sylvia pour merci à toi pour ton temps. Tes histoires pleines de folie. oui. Ça c'est un peu la petite touche Sylvia, tu vois, un peu de folie. Tes amis tous les 2 ans ils savent que tu vas faire une folie. Ouais, exactement. Du coup ils savent et disent Et tes parents ça va? Mes parents, mais les pauvres, En vrai ils ont toujours su que ma question. Folie. Voilà. Mais comme moi, je raconte tout. Si je pars pour une folie, je le dis. C'est pas que je cache. Et ça, eux, ils ont toujours apprécié. Et du coup, ils se disent, l'important pour nous, c'est de savoir. Toi, tu vas bien,
tu es contente, bah, on est de ton côté. Et ça, c'est... Ça, c'est la Sylvia Touch, c'est la franchise radicale quasiment. Voilà. C'est exactement ça. Un touche de folie partout. Toujours. Et un peu d'italien aussi. Parce que du coup, on parle presque italien, 100% français, mais avec beaucoup de mots en italien. Maintenant, je suis très fière de ça. Ça prouve bien dès le départ l'ambition internationale. Oui. Et du coup, Ulule, Futura disponible sur Ulule dans les 2 pays, dans les 2 langues, en français et en italien, et aussi en anglais partout dans le monde. Exactement. Et je crois d'ailleurs qu'il y a des gens qui ont participé d'un peu partout en Europe à la campagne. Oui, et on a eu aussi en contribution depuis New York, hier je pense. Du coup, on commence aussi à aller aux US. Il va falloir livrer les contreparties. Voilà, j'imagine déjà le moment où on sert tout au bureau à faire nos petits paquets à envoyer par le monde entier. Mais ça va être un autre moment qu'on se souviendra quand, j'espère, dans 5 ans, on se rencontrera pour annoncer l'IPO de Futura. Bon, super. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on suivra très près tes aventures. Merci beaucoup.